bienvenue une fois de plus dans Culture à la maison, la série d'émissions initiée par le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat avec la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Dans un numéro précédent, nous vous avions parlé du pouvoir transformateur de la culture, mais aujourd'hui, nous avons un nouveau thème intitulé « La culture comme facteur de construction de l'identité nationale ». Nous prenons donc la culture dans son acception générale comme l'ensemble de modes de vie, de pensée, de création artistique. Et nous allons donc nous demander comment est-ce que nous pouvons nous servir de la culture pour construire une identité qui nous soit donc nationale. Nous avons 4 invités qui sont ici en plateau avec nous. Docteur Arnaud Dingamadji, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad. Monsieur Nguinambay Ndowa Manassé, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le directeur de la Bibliothèque nationale et promoteur culturel du festival Jamvi. Monsieur Roger Boriata, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes architecte DPLG et vous avez la spécialité en sociologie et anthropologie de l'espace. Nous avons aussi monsieur Gedem Djimbaye Razolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste et comédien. Chers invités, avant donc de passer, de nous étendre donc sur le thème d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons clarifier le vocable d'identité nationale? En fait, dans identité nationale, il y a identité et nation. Voilà. Donc, commençons d'abord par identité pour mieux appréhender le concept général d'identité nationale. L'identité, c'est ce qui diffère une personne d'une autre personne. D'accord. Ça, c'est rapporté au niveau individuel. Voilà. L'identité, c'est l'ensemble des traits distinctifs, voilà, ou des caractéristiques propres à un individu. Des caractéristiques qui diffèrent donc un individu d'un autre individu. Maintenant, si on rapporte ça à une nation, donc parlant donc de l'identité nationale, c'est pratiquement la même chose. L'identité nationale, c'est l'ensemble des traits ou des caractéristiques propres ou communes qui distinguent un peuple d'un autre peuple, une nation d'une autre nation. C'est-à-dire c'est l'ensemble des traits qui fédèrent les gens qui se reconnaissent appartenir à une nation. Les citoyens d'une nation se définissent par des traits communs, des faits intégrateurs ou des facteurs de rattachement. Les données objectives, là, il y a d'abord un territoire, parce qu'une nation habite sur un territoire. Donc nous, les Tchadiens, on a un attachement particulier à nos 1 284 000 km². Ça, c'est déjà notre patrimoine, c'est ça. Nous nous reconnaissons à travers des institutions, des symboles. Par exemple, il y a le drapeau national, le drapeau tricolore. Nous avons l'hymne national, nous avons les armoiries, nous avons le sceau national. Voilà, ce sont des éléments à travers lesquels nous nous reconnaissons. Il y a également des éléments culturels, d'accord, qui sont plus parlants encore. Par exemple, il y a le costume, par exemple, qui définit un peuple par rapport à un autre peuple. Il y a par exemple la musique, il y a peut-être l'art culinaire, il y a plein d'éléments dans divers registres qui distinguent un peuple d'un autre peuple. Si on prend le concept identité nationale, on peut classer sous 4 approches regroupées en 2 définitions. Donc si nous prenons la définition ethnoculturelle, nous pourrons dire qu'il y a approche biologique. Et dans l'approche biologique, on prend l'identité nationale en tant que question d'origine, de race, de sang, mais également d'héritage biologique. Mais si on prend sur l'aspect historique, culturel, on prend l'identité nationale comme résultat d'un passé commun, une histoire, une religion,
une langue partagée. Mais si on revient à l'aspect institutionnel pour parler de l'État, on prend l'identité nationale comme une unité politique administrée par un État. Eu égard donc à tous ces éléments que vous venez de citer, est-ce que nous pouvons parler d'une identité nationale tchadienne qui existe institutionnellement et dans tous les autres aspects qu'on venait d'énumérer? On peut dire oui et non. Du point de vue politique, oui. Nous avons un territoire, nous avons un peuple qui habite ce territoire et qui a l'ambition de se construire en nation. Nous avons l'État à travers ses institutions que nous sommes donnés, hein, parce que nous avons une Assemblée nationale, nous avons un chef de l'État, nous avons un gouvernement qui sont nos représentants et nous les trouvons dignes de notre confiance, c'est pourquoi nous les avons élus. Nous avons le drapeau, comme on l'a dit, nous avons les symboles de l'État en général. Donc nous nous reconnaissons à travers ça. C'est pourquoi, quand l'hymne national sonne, tout le monde est figé. Parce que ce n'est pas qu'on force les gens. Est-ce qu'on chicote les gens pour qu'ils saluent le drapeau, par exemple, ou bien qu'ils écoutent religieusement l'hymne national? C'est parce qu'il y a un lien invisible mais fort qui unit chacun de nous à ces symboles-là. Quand on monte le drapeau, on s'arrête par respect, parce que c'est ça la patrie, le symbole de la patrie. Quand on écoute l'hymne national, il y a une fierté qui est là. Voilà. Ça, ce sont les symboles de l'identité nationale. Et chacun de nous a un passeport ou une carte d'identité nationale. Ça, ce sont des conventions, des symboles conventionnels que nous nous sommes donnés. Et à travers ça, on peut dire qu'il existe une identité nationale tchadienne. Mais du point de vue des éléments non conventionnels, la réponse n'est pas aussi catégorique ou affirmative que ça. Bon, du point de vue culturel, par exemple, est-ce que nous sommes unis par une seule culture au Tchad ici? Du point de vue vestimentaire, par exemple, est-ce qu'il y a un costume national à travers lequel tous les Tchadiens se reconnaissent, par exemple? Vous voyez? C'est pourquoi moi j'ai tendance à dire qu'il y a une multitude, ou plutôt une juxtaposition de plusieurs identités, hein, du point de vue culturel. Chacun se réfère à sa culture communautaire et se reconnaît en cela. Alors, comment faire pour avoir des éléments fédérateurs? Moi, je pense que de ce côté-là, tout reste à faire. On assiste de plus en plus à une sorte de repli identitaire. On en parle tout le temps. Chacun veut se retirer de son côté et peut-être n'accepte pas ce que l'autre fait ou la culture de l'autre. Maintenant, la question est comment faire pour passer du particulier au général, puisque nous sommes dans le cadre culturel, c'est la culture qui nous réunit ici. Je verrais la nation plutôt comme un rêve, comme un projet politique, mais ce n'est pas quelque chose qu'on atteint dans l'immédiat. Donc, toute nation est en construction. On parle des Nations Unies, c'est quoi? C'est l'ensemble de plusieurs nations-États qui constituent donc ces Nations Unies. Mais quand vous prenez l'Amérique, ce sont des États fédérés. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. Chez nous, ici en Afrique, je ne parle pas du Tchad, mais de l'Afrique, nous avons hérité de quelque chose, c'est-à-dire les États. Ce que le docteur Arnaud a dit tout à l'heure, c'est un héritage donc de la colonisation qui a découpé un territoire, et ce territoire contenait déjà en son temps des États qui ont précédé son arrivée. Et le système mis en place va faire en sorte que ce territoire va devenir un nom qu'il va donner à l'ensemble de ce territoire, et même plus vaste. On parlera de l'Afrique équatoriale française. Nous sommes une multitude de communautés. Et chaque communauté est déjà une nation. Parce que c'est quoi? La communauté de langue, une communauté culturelle, une communauté peut-être même économique, etc., à son échelle. C'est pas un mal. Le mal, c'est le refus de partager.
le refus de rencontrer l'autre, le refus du dialogue, le refus de la mise en commun pour parvenir à ce rêve-là. Donc ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est, je le situe beaucoup plus plutôt du côté de l'État, la fabrication de l'État, la fabrication de la République, pour enjamber le rêve d'une nation. Le temps peut-être nous donnera l'occasion de jeter un coup d'œil sur ce que Cheikh Anta Diop a écrit, Nation nègre et culture. Et pour fabriquer une nation, il faut la culture. Je me souviens, pendant qu'on était en première, et ça se passait à Saint-Louis du Sénégal, notre professeur d'histoire et géographie nous disait que le Sénégal était un pays donc en fabrication. Et il mettait l'accent sur la culture, que Senghor avait beaucoup investi dans la culture pour créer le socle du Sénégal. Et que plus loin, la Côte d'Ivoire était un tigre économique en carton, nous disait-il, en 77. Et que pour un rien, cet État peut être fragile. Et l'histoire a montré, vous n'ignorez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire comme ici chez nous il y a quelques années en arrière. C'est parce que on n'a pas réussi à bien bâtir la base culturelle. Nous autres, ayant fait nos études secondaires au Sénégal, nous avons chanté ce qu'on a appelé en son temps l'hymne de la jeunesse. Et cet hymne, l'hymne de la jeunesse galvanisait en fait la jeunesse sénégalaise vers l'unité, vers l'acceptation des uns et des autres, le partage, etc. Donc c'est pour dire que la culture, en tout cas, est un véhicule qui peut nous aider à arriver à certains rêves. Le rêve de bâtir une nation, un rêve républicain, et même à l'échelle mondiale, vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé la déclaration de Hangzhou en Chine, en 2013, qui lançait un appel, c'est-à-dire mettre la culture au cœur des politiques de développement durable. Rien ne peut se faire sans la culture. La culture est la base de tout. Alors, allons de façon concrète. Prenons les éléments de la culture comme la musique, comme l'architecture, comme le mode vestimentaire, comme l'art culinaire. Comment nous pouvons utiliser ces composantes-là pour créer aussi, pour le fabriquer ou alors atteindre l'identité nationale? Je pense que nous avons un contrat, et ce contrat social, nous l'avons tous accepté. Je pense que nous, dès notre naissance, on a accepté un acte de naissance sur lequel il est écrit nationalité tchadienne. Chacun de nous l'a accepté. Ou, néanmoins, par le consentement des géniteurs, nous l'avons accepté. Et plus tard, nous nous sommes fait établir des actes, des cartes d'identité nationale, toujours sur lesquels il est écrit de nationalité tchadienne. Plus tard, on aura des passeports sur lesquels il est toujours écrit de nationalité tchadienne. On a même des cartes professionnelles. Les diplômes aussi. Nos diplômes aussi sur lesquels il est. Donc moi je pense que le point qui reviendra à dire que est-ce que nous avons une nation, moi je n'en doute point. Nous avons cette nationalité qui est tchadienne, que nous l'avons déjà acceptée. Quitte à ce qu'on se dise, ok, du point de vue qualité, à comparer avec d'autres nations, qualitativement, je pense qu'il reste encore un travail à faire sur le point soit historique, politique, culturel. Sinon, sur le point culturel, moi je pense que nous avons quelque chose. Nous avons, par exemple, la culture de la charité, la culture de la bienfaisance, la culture de l'accueil, de l'acceptation de l'autre. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui voyagent dans le Tchad profond, je pense que dès que tu arrives dans n'importe quel village, vous le dites, Fadal. Moi je pense que nous sommes acceptés. Quitte à ce que on se dise que voilà, nous subissons les effets des hommes politiques qui utilisent cette union, ou bien cette unité, ou bien cette nationalité à leur fin politique. Ça, voilà. Sinon, par exemple, prenons le Grand Sud par exemple.
qui, dans le temps, ou bien même jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on joue une petite musique du genre accompagnée par cet instrument-là, Dingam Sara par exemple, c'est tout le sud, le grand sud qui entonne et qui chante ça. Moi je pense qu'il y a beaucoup des traits culturels ou bien des appartenances culturelles ou bien des points ou bien des œuvres culturelles qui nous unissent plus que celles qui nous divisent. En mettant en parallèle ou en comparant notre trajectoire nationale à celle d'autres États, notamment les nations européennes qui sont plus avancées que nous. J'avais dit dans mes propos précédents que l'identité nationale tchadienne existe sous sa forme conventionnelle à travers les éléments et les symboles nationaux que je viens de citer, mais que sur le plan culturel, on peut parler plutôt d'une juxtaposition d'identité. Parce que nous avons une diversité ethnique et culturelle telle que chaque entité se prévaut de sa propre identité, d'où cette juxtaposition-là. Mais cela ne signifie pas que cette situation va être figée, va rester statique pour toujours. Le grand frère Roger vient de dire que c'est la construction, en fait, d'une nation, c'est un rêve, c'est-à-dire que c'est un projet politique qui s'étale sur la durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au Tchad ici, même si aujourd'hui on parle de juxtaposition de plusieurs identités, demain on pourra, à force de créativité, à force d'imagination, on pourra arriver à créer une nation tchadienne qui se reconnaît à travers une identité culturelle propre. Moi, je suis historien et dans mon cursus, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ne pensons pas que ce que nous traversons là, les autres n'ont pas traversé. Peut-être qu'ils ont commencé à s'organiser avant nous, parce que nous vivons dans les limites ou bien les frontières de notre pays là, que depuis 120 ans, c'est-à-dire 1900 à 2020. Donc depuis un siècle, plus d'un siècle seulement, on est ensemble et on apprend à vivre ensemble, c'est pas facile. Donc on peut pas dire que la nation peut déjà être constituée en un siècle. Eux, c'est plusieurs siècles, sinon millénaires. D'accord, plusieurs millénaires. Et ils ont traversé des guerres sanglantes, des guerres de 100 ans, des guerres de 30 ans, où les conflits intercommunautaires, les guerres de religion, tout ça là, les ont ensanglantés. Et c'est au prix de tout ça qu'ils sont parvenus à fonder des nations. Je ne souhaite pas qu'on revienne dans les guerres, non. Il y a aussi d'autres éléments, c'est-à-dire les intermariages. Vous voyez, plusieurs communautés, mais quand il y a des liens de mariage, ça brasse les gens. Et il y a aussi des communautés d'intérêt, c'est-à-dire que les hommes d'affaires, les cultivateurs et les éleveurs, ainsi de suite, ils tissent des liens d'affaires, mais qui unissent les gens. Et l'ensemble de tous ces éléments-là font que, au fur et à mesure, on va vers un corps unique. Mais l'État, là aussi, joue un rôle très important. Souvenez-vous de l'État jacobin, centralisateur extrême, un rouleau compresseur qui broie tous les particularismes devant lui surtout l'exemple français, je veux dire, voyez, pour former la nation française avec une identité nationale française. En reprenant les propos du docteur, de cette diversité, je pense que ça constitue une richesse quelque part pour nous. Et si nous arrivons à fédérer, si nous arrivons à bien communiquer de façon saine, je pense que nous serons plus forts que l'état actuel. Prenons le cas de ce qu'on appelle Sao. Qui ne se reconnaît pas dans Sao? Partout où on sort, partout où on passe, on se dit je suis descendant de Sao. Moi, j'ai toujours dit, parce que quand j'arrive dans un endroit où il y a des gens de courte taille, on me regarde, je dis, moi je suis un descendant légitime de Sao. Parce que je suis de grand taille. Voilà. Donc, il y a ces identités qui nous identifient. Maintenant, c'est la manière de faire en sorte que tout le monde s'en approprie. Si le haut sommet récupère une identité forte, c'est pas parce que nous sommes une pluridisciplinaire en termes de diversité qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui nous représente, nous tous. Il suffit de trouver un symbole fort, étape par étape. On se dit ça,
L'État en fait son cheval de bataille. C'est ça, ça représente l'identité. On communique autour de tout ça. Nous avons les hommes qui perpétuent la culture, qui sont les artistes. Ce sont les artistes qui écrivent l'histoire. Si ces artistes n'écrivent pas l'histoire, l'historien ne pourra pas agencer ses faits pour qu'on en parle de l'histoire. C'est eux qui sont au cœur. Toute la culture, ça tourne autour de l'humain. Est-ce que unité est égale à uniformité? Est-ce que nous sommes en train d'aller dans cette direction-là? Oui, je voudrais réagir là. L'unité, c'est une chose, l'uniformité, c'est autre chose. Mon voisin venait de dire tout à l'heure que c'est les artistes qui façonnent, qui créent l'histoire. Quelque part, vous avez aussi dit que les bonnes idées doivent commencer depuis le sommet. C'est-à-dire qu'il faut être assez imaginatif pour créer une histoire commune, disons un ancêtre commun. Je reviens toujours sur le Sénégal. C'est mon pays d'adoption. J'ai vécu de la 6e à l'université, donc c'est quand même ma deuxième patrie. Et c'est là où on nous a pétris. Ils ont inventé une histoire commune, le lac Djorngoni Latir. Notre cher historien ne me dira pas le contraire. Et donc c'est une fabrication. Toute chose se fabrique. Et cette fabrication, elle est culturelle. Et le Tchad est une très grande richesse. La diversité au Tchad ne devrait aucunement occasionner une division. D'ailleurs, nous ne sommes pas divisés. Nous sommes seulement des ignorants. On s'ignore les uns les autres. Mais comme le docteur l'avait dit à un certain moment, et l'artiste aussi tout à l'heure avait dit, si quand on va dans n'importe quel village du Tchad, il y a cette chose-là, cette hospitalité, qui nous marque. Et je tiens à témoigner de quelque chose que j'ai entendu de la bouche donc d'une Française, épouse d'un Tchadien, et il venait du Cameroun. Ils ont fait un séjour à Moundou, et puis bon, à l'occasion, on a eu à partager avec son époux, qui est un aîné, et elle nous révélait que vraiment, elle dit, mais ici, chez vous au Tchad, vous êtes encore humain. C'est-à-dire que nous possédons une richesse que beaucoup de gens n'ont pas. Mais c'est parce que nous ignorons cette richesse-là. Et le rôle de l'État, le rôle des hommes politiques, c'est plutôt de cultiver et de réveiller ça avec les artistes. Et donc notre malheur est au sommet. Je répète, au sommet, pourquoi? Parce que nous n'avons pas la conception de la culture et la politique de la culture. Tenez-vous bien, je suis votre aîné ici. Le Tchad, depuis son existence, c'est-à-dire de 60 à aujourd'hui, vous n'aurez eu que 3 années fortes de culture. Je ne fais pas la propagande de quelque chose. Pendant ces 3 années, ça correspond à 72, de 72 à 75. Et cette chose nous marque jusqu'aujourd'hui. Pourquoi Fort Lamy est devenu N'Djamena? C'est un moment de l'histoire qui perdure jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un disait, il y a quelque temps, la renaissance de notre culture. Donc ces moments forts, c'est les seuls moments que le Tchad a vécu, donc de culturel. Parce que à cette époque précise, il était question donc d'une révolution culturelle et sociale. Tous les regards étaient tournés vers la culture et vers le social. Ce petit moment a apporté donc des changements de nom, même si c'est, ou même s'il y a eu des erreurs, ou etc. Bon, bref, c'est-à-dire que c'était un moment de réflexion sur notre culture et notre social. Et s'il y a à la recherche de solutions, c'est aux décideurs maintenant d'aller vers le bas, à la recherche des solutions avec les artistes, et vous verrez que nous serons donc la meilleure des nations. Pourquoi pas? C'est un rêve, mais l'inquiétude juste, j'ai fini. Je vous donne un exemple précis. L'Afrique du Sud se tape la poitrine en disant quoi? C'est-à-dire que la nation arc-en-ciel. Donc nous pouvons être une nation, et l'arc-en-ciel c'est quoi? C'est-à-dire c'est la richesse de cette diversité. Nous ne devrions pas perdre ces identités-là. Nous devrions cultiver à chaque endroit est un patrimoine naturel, chaque endroit est un patrimoine culturel. Les rupestres, donc, des arts rupestres du Tibesti doivent nous intéresser, tout comme par exemple ce qu'on a découvert
à la suite donc des travaux du pétrole de pipeline, c'est-à-dire que à l'époque déjà on avait on savait fabriquer du fer. Donc toutes ces choses-là, toutes ces richesses doivent nous intéresser. Et pour rejoindre le docteur, ce sont des éléments qui doivent participer à l'éducation au niveau national, c'est-à-dire dès les écoles primaires. Et je finis en citant toujours l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, depuis la classe de CP2 jusqu'au CM2, c'est écrit au-dessus du tableau noir. Jeune Sénégalais, tu aimeras ta patrie, le Sénégal, comme ta mère et ton père. Imaginez l'enfant de CP2 jusqu'à CM2. Cette phrase-là va rester. Alors, maintenant, vous et moi sommes tous d'accord que le Tchadien lambda aime plus ce qui vient d'ailleurs que ce qui est chez lui. Tout ce que nous avons, les infrastructures, même le mode de vie, nous copions tout de l'étranger. L'inquiétude est donc, est-ce que au fil du temps, nous n'allons pas perdre toutes nos bases? Nous avons fabriqué des citoyens complexés qui sont arrivés à ne pas s'accepter en tant qu'être humain d'abord, créature de Dieu, appartenant à une famille, un enfant de la famille, accepter, être fier que je suis Sarah, être fier que je suis Doum, être fier que je suis Kenga, être fier que je suis Adjaraï, être fier que je suis Zakawa, être fier de moi, être fier de ma famille, être fier de ce regroupement et s'identifier à l'autre va faire que quand je vais travailler, je vais faire ton travail comme je le fais pour moi-même. Je vais faire le travail de l'État comme je le fais pour moi-même. Mais tant que nous allons avoir des éléments de notre société qui ne vont pas s'accepter eux-mêmes, accepter l'autre, ça veut dire qu'ils vont travailler comme pour eux, mais pas pour toi. Donc ça veut dire qu'ils seront prêts à tout détruire ce qui t'appartient, tout détruire ce qui appartient à la société. Et c'est ce qui va faire aussi que nous allons arriver à un certain niveau de notre haine personnelle qui va faire que face de l'autre, on va préférer parler comme un Ivoirien plutôt que de parler comme un Tchadien. Aujourd'hui, on s'habille comme Soudanais, on s'habille comme Européens, on s'habille comme Américains, on s'habille comme Pakistanais. On ne s'habille pas comme Tchadiens. Même si à l'origine de la constitution ou bien de notre société, on s'habillait en peau, c'était possible d'aller sur cette base de nos failles, de nos raffias, de nos de petits tissus en coton pour appeler les stylistes, les tailleurs à aller vers quelque chose que nous allons accepter. Donc moi je pense qu'aujourd'hui nous avons fabriqué des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes d'abord. Voilà pourquoi ils n'aiment pas l'autre, voilà pourquoi ils n'aiment pas l'État, voilà pourquoi ils n'aiment pas la République, simplement. Aujourd'hui nous sommes fiers d'écouter le Ndombolo, on danse. On danse avec toutes les sonorités qui viennent d'ailleurs. On est fiers. Et ceux-là qui sont les premiers à applaudir, ce sont ceux-là qui avaient vécu la révolution culturelle dont mon voisin de gauche en avait parlé. Ils étaient à l'origine. Ils avaient la baguette d'orienter objectivement ceux-là qui étaient sur le champ de la musique à nous entraîner à faire ressortir notre richesse musicale tchadienne. Cette ressource est là, c'est une richesse qui est là jusqu'aujourd'hui inexploitée. Nous sommes en train de faire la promotion de la culture des autres. Parce que les Tchadiens d'entre-temps qui étaient allés en formation, ils sont revenus, la formation a été nécessaire. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas compris comme quoi, eux ils ont simplement besoin de la formation et ici ils devraient développer ce qui nous est propre, ce qui nous est identitaire.
Ils ont développé la musique des autres. On applaudit, jusqu'à aujourd'hui. Quand un Tchadien essaye de faire un truc de soukous, de rumba, ce sont ceux-là qui étaient les premiers à aller donner argent, et l'enfant qui suit. Pour lui, c'est ça seulement la musique. Quand Razolo entre dans sa recherche, te sort une sonorité qui sort du Tchad. Ça sonne autrement dans l'oreille de l'enfant. Il dit non, ça c'est pas bien. Notre consommation musicale doit revenir à ceux-là à qui les enfants ont le regard comme idole. Les enfants, ils sont là pour copier. Ils copient. Nous, on a copié, mais à un certain moment, on s'est rendu compte que nous sommes en train de mal copier. On a dit, ok, on s'arrête. On va pousser à ce que les autres essayent de faire un travail de recherche dans la valorisation de notre identité musicale tchadienne. C'est ce qui se fait par exemple pour ne pas faire la publicité, le prix au Festival Ndjam Vie qu'on donne, c'est ceux-là qui essayent de faire un travail de recherche de la musique qui nous reflète. C'est vrai que c'est pas encore arrivé au top, mais il y a un début parce que ils vivent la précarité, ils n'ont pas les structures qu'il faut pour faire un travail, mais comme ils sont là à copier les autres, tu peux copier celui-là qui a une musique qui passe sur les chaînes internationales, tout le monde regarde. Quel moyen, toi qui n'as pas de structure, tu vas faire la même chose pour être vu? Culture à la maison, nous on ne consomme pas ce qui vient d'ailleurs, on consomme ce qui est local pour valoriser notre terroir. Nous allons accorder dans le temps à notre musicien Razolo pour nous donner un air. L'album est intitulé Réoulé d'Agi, sur les chemins des animaux. Je go do me beden boya. Je ba je go do ta baden boya. Nek badi ergi out olden bo bai. Kohom est le village de Ngor. Le Iglaulam de Legoden de Nangaten Gamiadinga Odingal. N'arrive que je suis le père de Miaro. Là-bas, chez moi, les mots sont chers. Leur apparition en public ne se faisait que lorsque c'était nécessaire. Car les personnes qui en détenaient choisissaient le moment le plus opportun pour les partager, les gérer ou les distribuer. Les femmes, les enfants, eux aussi, utilisaient le mot en public, cependant, de moindre importance. Car ceux-ci étaient plus censés de recevoir que d'en donner. Car pour grandir, il fallait en recevoir de tout le monde, des animaux, des choses et même du vent. Pour les partager, les grandes personnes qui en détenaient revenaient du champ. Le soleil couché, après ils ont fait un feu appelé Taporndal. Autour de ce feu Taporndal, nous enfants, hommes, femmes et vieillards, nous nous réunissions pour écouter et recevoir les mots. Plus tard, le lendemain, nous enfants, jeunes et adolescents, violions le principe de la distribution de la parole qui ne se faisait que la nuit, du moment où le jour était essentiellement réservé pour le travail. Et quand l'occasion se présentait, nous payions l'amende de la violation de la distribution de la parole en élevant un cil comme amende donnée au soleil, un cil comme amende donnée à la lune. Sinon, la myopie nous frapperait. Merci beaucoup, c'est génial d'écouter ce qui nous est propre, c'est ça notre identité. Voilà. Nous allons poursuivre donc notre débat, oui. Vous savez, toutes les grandes nations, ce qu'on appelle les grandes nations, quand vous creusez, vous verrez que sur le plan culturel, il n'y a aucune négligence et tous les arts sont valorisés.
compris par exemple l'architecture. C'est en fait la première identité. Vous arrivez dans une cité, et je cite, ça c'est le président Mitterrand qui le disait en son temps, que quand il entre dans une ville, qu'il a deux sentiments qui l'habitent. Le sentiment d'être empereur ou le sentiment d'être architecte. Ça veut dire que quand vous entrez dans un village ou vous entrez dans une ville, il y a la manière dont cette ville est conçue, la manière dont ce village est pensé va vous donner un peu une idée sur l'hospitalité, sur le comportement même de ceux qui habitent ce village ou la ville. Alors, puisque nous sommes à la recherche donc des éléments fédérateurs de nos différentes cultures, cela en principe devrait transparaître à travers notre aménagement spatial à l'échelle d'une ville, à l'échelle également de nos villages, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Nous assistons à un étalage fulgurant de nos villes, accompagné des problèmes d'insalubrité. C'est que nous n'avons pas ce que nous appelons dans notre jargon une bonne urbanité. Alors pauvreté architecturale égale en même temps pauvreté identitaire pour une communauté, pour un peuple, pour une nation, pour un État. Quand vous arrivez en Chine, vous allez voir que les constructions sont faites donc dans un style donné. On ne peut pas se tromper, on dit que ça c'est la Chine. Ça c'est Vienne, ça c'est Paris, ça c'est Kigali. Mais ici à N'Djamena, vous arrivez, bon, vous posez d'abord la question, est-ce que je suis dans une ville ou bien dans un village, gros village développé, etc. Donc, il y a également l'architecture qu'il faut prendre en compte, tout comme la musique. Il faut aimer les siens. S'aimer soi-même, aimer les siens. L'artiste a tout dit. Tout notre dérapage va de ce qu'il vient de dire. C'est eux les constructeurs de la société, les artistes. Et nous autres artistes aussi et architectes, nous sommes metteurs en scène, en termes spatial, de cette force-là. L'architecte, il est le conseil du dirigeant, depuis toujours, un peu partout. Les États forts comme des États faibles. Plus l'État est fort, vous allez voir derrière qu'il y a ces genres de conseils. La question est donc celle-là. Comment faire pour que nous puissions utiliser ces différents aspects-là pour construire notre identité nationale? Impliquer les architectes à côté du coordonnateur. Voilà, c'est ce comment faire là, moi je tiens beaucoup à l'autre, au danger qui nous guette. Pour construire une identité nationale, il faut d'abord stopper les invasions culturelles étrangères. Il faut vraiment prendre conscience de ces dangers-là. Regardez les Chinois. Les Chinois ont été colonisés aussi. Pourtant, ils n'ont pas perdu leur chinoisité. Prenez les Arabes. Ils ont aussi été colonisés. Ils n'ont pas perdu leur habité. Pourquoi les Africains ont perdu leur africanité? Pourquoi les Tchadiens ont perdu leur tchaditude? Oui. En 60 ans de colonisation, on nous a dépouillés de tout ce qui constitue notre personnalité. C'était la volonté manifeste de la colonisation. Oui, mais on pouvait résister. Et les Chinois, pourquoi ils ont résisté? Ils continuent de manger avec des tiges. Voilà. Les Arabes continuent d'être Arabes. Mais pourquoi nous, on a cédé? Donc il y a un problème. Ça, c'est à l'époque coloniale. Et la conséquence, c'est que nous sommes des Blancs, mais à la peau noire. On est devenus d'autres gens. Ou des Arabes, mais à la peau noire. Parce qu'il y a double influence. Influence occidentale, influence orientale, qui sont deux influences négatives. Maintenant, il y a autre chose. Nous sommes au XXIe siècle, mais cette influence-là se fait d'une autre manière. Quand, par exemple, les grandes puissances créent des centres culturels par-ci, par-là, centre Confucius pour les Français, Institut français, centre culturel américain, tout ça là, vous pensez que c'est parce qu'il y a la guerre des cultures. Chacun veut faire rayonner sa culture sur les autres. Les cultures des peuples faibles vont disparaître. Vous voyez, non? La mondialisation culturelle, c'est ça. Ils nous bombardent avec le cinéma, avec leur théâtre, parce qu'ils ont de grands moyens de communication. Et nous, on est contents, on en raffole. Vous voyez? On n'aime pas notre musique, on aime les musiques étrangères. On n'aime pas notre cinéma, on veut suivre Hollywood, Nollywood, Bollywood, je sais pas quoi. On veut le truc de Brésil là.
Telenovelas. Voilà, on suit toutes ces choses. Mais nous-mêmes, on prend un couteau, on se plante dans le dos, sans le savoir. Je pense que nous avons la possibilité et nous avons des éléments culturels que nous pouvons utiliser pour nous aider quand même à aller vers l'unité nationale ou bien l'identité nationale tant recherchée à travers nos débats que nous sommes en train de mener en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple le pays de mon grand frère, le Sénégal, ils ont utilisé le balade pour fédérer, ou bien unifier et fortifier. En France, ou bien en Europe, ils ont utilisé 6 danses traditionnelles pour codifier en une danse classique que tous les Occidentaux ont utilisée. Et après, ils ont basculé vers les danses contemporaines qui aujourd'hui rapportent des milliards à ces États. En Afrique du Sud, ils ont utilisé le panchola pour unir le peuple pour grandir aussi leur identité. Juste à côté, il y a le makossa, le bensikin, ils ont utilisé. Aujourd'hui, nous, pour ne pas parler comme ça, mais à l'intérieur de notre structure, une association culturelle aussi pour avis, nous sommes en train de faire des recherches sur des pulsions rythmiques autour d'un projet appelé rythme et sonorité. Nous sommes tombés sur une pulsion rythmique des Kanemou qui fédère toutes les pulsions musicales tchadiennes. Donc autour de ça, nous pouvons déjà trouver une pulsion musicale, nous pouvons déjà trouver des gestuels qu'on peut emprunter de toutes les nations et codifier les danses. Et utiliser nos structures comme le théâtre national, le ballet national, ou bien l'orchestre national pour aller vers l'utilisation de nos instruments. Parce que ce qui est vrai, aujourd'hui on chante nos musiques, mais on chante sur les instruments réglés à 440, qui ne sont pas les sensibilités naturelles chez nous. Nous sommes autour de 380. Donc tous nos instruments sont réglés autour de 380. Parce qu'il faut se le dire, la musique c'est de la vibration. Que tu sois insensible comme moi, ça va te vibrer, ça va te toucher. Donc utilisons nos œuvres, nous avons la possibilité. Nous avons des hommes qui sont formés. Mais le malheur du Tchad, c'est qu'on n'utilise pas ceux qui connaissent les choses pour aller de l'avant. Je voudrais simplement leur compléter en disant, si on écoute tout ce qu'ils ont dit, ça veut dire que la culture est au cœur de tout développement. Absolument. Tout développement humain, tout développement social, tout développement intellectuel. La culture nous donne la chance d'être des libertins qui réfléchissent à la place des autres. N'oublions pas, l'architecte l'a dit, tu entres en ville, tu veux découvrir dès l'entrée que tu n'es pas chez toi, mais tu es chez l'autre. Ça veut dire que la culture est notre première source de l'économie. La première source de l'économie qui est naturelle pour une nation, pour un État, c'est sa culture. Alors, il y a un regard critique sur, justement, vous êtes le promoteur culturel de Djamvi, que les gens se regroupent culturellement, hein. Il y a des festivals partout. Est-ce que cela est un frein à l'identité nationale ou bien c'est plutôt un tremplin? Moi, je pense que c'est à voir la vision de ce festival. Si cette vision à organiser ce festival communautaire est d'amener les jeunes à découvrir leurs ressources, amener les autres à découvrir la culture de l'autre, et je pense que c'est un tremplin, c'est une richesse pour nous. Nous, dans notre festival Djamvi, on a commencé à le faire dès la 6e édition. On s'était dit, les artistes, la plupart, sont nés, grandissent dans la même ville, en N'Djamena, ou bien sont nés chez eux, et le seul déplacement qu'ils ont fait, c'est arriver en N'Djamena, et il n'y a pas un autre déplacement à l'intérieur du pays pour découvrir la culture de l'autre. Nous, on a décidé de les amener à chaque fois dans une autre ville pour découvrir la culture de l'autre. Ça permettra à ce qu'ils intègrent ça dans leur création future pour attirer. Aujourd'hui, si on parle de la consommation, une sonorité Sara qui résonne, boum, toute la communauté Sara se sent concernée. Tout le monde peut aller acheter, tout le monde peut aller. Mais
L'autre communauté est hésitante. Maintenant, si toi, le Sahara, tu vas dans sa recherche, tu sors la culture de l'autre, tu l'exprimes, il sera le premier à venir, tu élargis ta base de consommation, c'est une consommation qui peut permettre déjà à l'artiste d'avoir une base, une richesse pour lui permettre socialement de se prendre en charge, s'occuper de sa famille, continuer à faire ce travail qu'il aime pour nous faire découvrir encore ce qui nous est cher, qui est caché, qui n'est pas encore exploité. Moi, je pense que il nous faut créer une nouvelle tchaditude. Et pour créer une nouvelle tchaditude, il faut forger un Tchadien nouveau, conscient de ses richesses et qui a une vision d'avenir très claire. Vous savez, le peuple, c'est comme un troupeau. C'est pourquoi on va dans tous les sens sans savoir dans quelle direction aller. Il y a un début des choses qui est déjà là. On a le festival, il y a plusieurs autres festivals, mais les festivals générés ou organisés par l'État. On a Dari qui est à sa deuxième édition, peut-être en 2021, troisième édition, voilà, qui consiste à faire en sorte que les Tchadiens des différentes régions ou provinces se retrouvent et puis se brassent, se découvrent. Ça, c'est déjà une bonne initiative. Il y a le FIXA. Il y a également les autres festivals dont Jamvi et autres où ce sont des occasions de rencontres où les Tchadiens se découvrent. Ça, c'est déjà bien. J'ai vu que dans le PND, on a également pris en compte la culture dans l'axe 1 du PND, là. Renforcement de l'unité nationale par l'enseignement de la laïcité, par la découverte des cultures de l'autre, ainsi de suite. Ça, c'est déjà une bonne chose aussi. Mais beaucoup reste encore à faire. Regardez le cas du Sénégal dont M. Roger parle tant. C'est par la volonté et l'imagination d'un dirigeant, Léopold Sédar Senghor. Si aujourd'hui le Sénégal est un exemple de cohésion sociale et puis il y a une sénégalité fière qui s'exprime comme pays de la Teranga, c'est parce qu'il y a une vision claire au départ, une vision stratégique. Et c'est à la base c'est la culture, négritude, métissage culturel, c'était ça les concepts. Prenez le Burkina Faso qui est un pays pauvre et arriéré, mais grâce à la vision d'un homme qui s'appelle Thomas Sankara, les Burkinabés, ils sont fiers d'être Burkinabés dans leur façon d'enfanner, dans le slogan de pays des hommes intègres. Donc nous aussi, ici, il nous faut créer une nouvelle tchaditude, il nous faut inventer une nouvelle vision culturelle du Tchad. Si nous voulons véritablement que la culture tchadienne se développe, il faudrait que l'État arrive à ce que ça soit clair dans les lignes que l'artiste tchadien a son statut. Dans ce statut, tout peut être défini. Ça permettra à l'artiste de se concentrer et de nous sortir ce que nous voulons. C'est vrai que ce sont les économistes, comme tout au début, ils orientent simplement vers l'aspect économique de tout ce qui... Nos économistes tchadiens, je ne veux pas parler de tous les économistes, parce que ceux-là qui n'ont pas la vision culturelle, c'est eux qui ont fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, la culture tchadienne soit retardée. Parce que dans tout projet de développement public, on doit intégrer l'aspect culturel, volet communication culturelle. Tout ça, si c'est mis en place, le statut de l'artiste en bonne et due forme établi, l'artiste sait ce qu'il doit faire. L'artiste sait qu'il doit aussi contribuer au trésor public. Parce que l'économiste dit que l'artiste tchadien, aujourd'hui, quand on parle de recettes fiscales, l'artiste tchadien n'apporte pas, l'artiste tchadien pèse seulement. Or, la base de l'économie, c'est cet artiste-là qui, quelque part, sous-entend tout ce qui se fait. Souvent, on dit État. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Si nous sommes ici, il me semble, c'est pour rechercher des solutions. Et cette solution, nous devons avoir le courage de le dire. Ce n'est pas l'État, je dirais les hommes politiques. Oui, disons-le, ne craignons pas. Si nous le disons de notre fond de cœur, ce n'est pas pour blâmer quelqu'un, mais c'est pour apporter des solutions. Et tout ce que vous venez de dire ne peut se faire que avec un programme politique, de volonté politique réelle, culturelle.
Vous avez cité le pays, le Sénégal, le Burkina et tout ça. Nous savons ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a un autre pays que vous avez oublié, c'est le Bénin. Le Bénin est africain. Ils sont autant plus occidentalisés que nous et plus africains que nous. Les Sénégalais, la même chose. Et pourtant, ce sont des vieux peuples. Ils connaissent toutes ces influences, mais ils sont ancrés. Et il y a un proverbe qui est souvent dit dans mon cher pays, là, que pour s'ouvrir, il faut mieux s'enraciner. Donc si on veut s'ouvrir, il faudrait qu'on apprenne à nous enraciner. Et c'est aux décideurs politiques d'amener cette transformation. Et le département de la culture doit muer. C'est un appel. Chers invités, nous sommes arrivés donc au bout de ce numéro. Nous allons simplement recommander les mesures barrières à nos téléspectateurs parce qu'il n'y a plus de temps de passer par chacun de vous. La pandémie, elle est réelle, elle est là, elle nous attaque de tous les côtés, donc nous devons être vigilants pour ne pas tous couler. Et chers téléspectateurs, donc, nous vous remercions infiniment donc, de nous avoir suivis. Nous étions en train donc, de parler de la construction de l'identité nationale. Et nous avons fait des propositions et merci à vous de nous avoir suivis. Donc, prenez soin de vous et continuez à regarder le programme de Télé Tchad. Nous allons nous arrêter en écoutant, bien entendu, notre artiste qui est avec nous. Coronavirus thing, yeah. COVID-19, yeah. COVID-19. J'ai entendu que tu te fais une couronne. Bonjour mon roi. Tu veux me manger? Laisse-moi te dire que les rois qui savent manger mangent les problèmes de leur peuple. Tu veux me manger? Laisse-moi te dire, les rois qui savent boire, boivent les problèmes de leur peuple. Et toi, coronavirus, mon roi, tu veux me manger? Alors viens. Mange tous ceux qui n'ont pas de mur de sécurité. Mange tous ces petits animaux sans défense. Mange, croque et avale sans te soucier de comment digérer. Que tes dents attaquent le poumon comme ce parfum Houmar Marmak. Que tes dents, que tes griffes s'y enfoncent comme ce poignet qui brise la phalange de Mohamed. Coronavirus. Tu nous as promis le vide. Et nous voilà. Devant ce vide. Sans parole, sans vie. Sans acte, sans vie. Sans geste, sans vie. Sans culture, sans partage, sans vie. C'est dans ce vide-là que nous viendrons avec nos armes, les mesures barrières, te vider de ton vide. Merci.